Bonsoir mesdames et messieurs, je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Ce mercredi 3 juillet 2019 s'est tenu le traditionnel conseil hebdomadaire des ministres. Les grandes lignes de cette session, le projet de loi portant recomposition de la CEI, la prorogation de la validité de la carte nationale d'identité jusqu'au 30 juin 2020, mais aussi l'organisation de la presse en ligne. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont encore en conclave. Les deux gros producteurs de cacao au monde veulent affiner la stratégie de mise en œuvre des conclusions de leur dernière réunion qui s'est tenue à Accra, au Ghana. Et puis le ministre de la Culture et de la Francophonie annonce la fin de l'audit sur la gestion du Burida. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur prépare également les prochaines journées de la concertation dont l'objectif est de mieux outiller les différents acteurs culturels sur les mécanismes modernes de perception des droits d'auteur. Bienvenue dans ce 23h. Le Conseil des ministres a tenu son rendez-vous hebdomadaire ce jour. Présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, le Conseil a adopté le projet de loi portant recomposition de la CEI, la Commission électorale indépendante, également la prorogation de la validité de la carte nationale d'identité jusqu'au 30 juin 2020. Le compte-rendu de la session par Viviane Aïma. Au nombre des grandes décisions prises par le Conseil des ministres réuni ce mercredi 3 juillet 2019 sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, il y a le projet de loi portant recomposition de la CEI, la Commission électorale indépendante. Le Conseil a adopté un projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante. Le présent projet modifie la loi relative à la composition de la Commission électorale indépendante. Il apporte un meilleur équilibre dans la composition des organes de la Commission centrale, du bureau et des commissions locales. Ainsi, l'on note désormais un représentant du président de la République, un représentant du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, un représentant du Conseil supérieur de la magistrature, 3 représentants des partis au pouvoir, 3 représentants des partis de l'opposition, ce qui fait les 15 membres. Le Conseil des ministres a aussi décidé de proroger la validité des cartes nationales d'identité arrivées à expiration au cours de cette année 2019. Dans le cadre de la réforme du système d'identification en Côte d'Ivoire, le gouvernement a opté pour la délivrance aux nationaux ivoiriens de cartes nationales d'identité sous de nouvelles caractéristiques techniques en incluant de nouvelles mentions. En attendant la mise en place de ce nouveau système, le Conseil a décidé de permettre aux citoyens d'entreprendre aisément leurs démarches administratives éventuellement et de circuler librement avec la carte nationale d'identité actuelle en leur possession. Ainsi, la carte nationale d'identité, dont la validité expire pendant la période allant du 1er juin 2019 au 30 juin 2020, sont valables jusqu'au 30 juin 2020. S'agissant de la communication et des médias, la presse en ligne devra désormais respecter les règles d'éthique et de déontologie. Le Conseil des ministres vient d'attribuer à l'autorité nationale de la presse la charge de réguler les activités de cette forme de presse. Le Conseil a adopté un décret portant organisation et fonctionnement de l'autorité nationale de la presse, en abrégé ANP. Conformément à la loi du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse, cette autorité de régulation de la presse, outre ses missions traditionnelles, a désormais en charge le contrôle et le suivi de l'activité de production de l'information en ligne. Ainsi, ce décret met en cohérence les missions de l'ANP avec la nouvelle configuration de l'écosystème de la presse nationale, telle qu'organisée par la nouvelle loi en la matière. La célébration de la Journée nationale de l'excellence édition 2019, qui se déroulera le 6 août prochain au Palais présidentiel, comme vient de décider le Conseil des ministres, verra l'attribution de 85 prix d'excellence, dont 3 nouveaux prix. À savoir le prix d'excellence de la lutte contre le désordre urbain, le prix d'excellence du meilleur artisan de paix et de cohésion sociale
et le prix d'excellence de la promotion de l'investissement privé. Le Conseil des ministres a été informé de la participation du président de la République au sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui se déroulera les 6 et 7 juillet 2019 à Niamey au Niger et de la tenue ici à Abidjan le 12 juillet du sommet des chefs d'État de l'UEMOA. Le prochain Conseil des ministres a été annoncé pour le 17 juillet prochain. Hors de notre continent, en Europe, la Russie accueille en ce moment le 2e Forum international sur le développement du parlementarisme. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, y conduit la délégation ivoirienne. Et dans le cadre de sa participation à ce forum, il s'est entretenu avec le vice-président du Conseil de la Fédération de Russie et le vice-président de la Douma, le Sénat russe. Le point de ces audiences dans ce élément de Herman Guivet. En marge de sa participation au Forum international pour le développement du parlementarisme, des audiences pour le président du Sénat ivoirien, Ahoussou-Kouadio Jeannot. La première avec Petr Tolstoy Olegovitch, président du comité d'organisation du Forum, vice-président de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie. La Douma, l'équivalent du Sénat, le renforcement de la coopération interparlementaire. Pour le président du Sénat ivoirien, la stratégie se définit comme suite. On peut aller dans les détails, c'est très analytique, les relations, et aborder des problèmes spécifiques à chaque pays, à chaque sous-région. La Côte d'Ivoire, vous savez, son premier pays producteur de cacao. Je voulais vous inviter à venir en Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Une coopération affirmée et réaffirmée au cours de cette audience, entretien fructueux pour les deux parties. Les échanges avec Monsieur le Président du Sénat de Côte d'Ivoire a été très productifs et j'espère que lors de ce forum international qui a rassemblé beaucoup de représentants des pays africains, tout le monde trouve l'échange de l'expérience, l'accélération des coopérations en domaine économique, mais surtout la confiance et le dialogue direct entre les parlementaires. Et notre rencontre le prouve. Nous avons projeté de créer le groupe d'amitié ivoiro-russe pour pouvoir faire un travail de proximité afin de redynamiser la coopération économique et sociale entre la Russie et la Côte d'Ivoire. Je voulais lui dire merci pour l'opportunité qu'il nous donne. Puis cap sur le Conseil de la Fédération de Russie. Le président du Sénat ivoirien, Ahoussou-Kouadio Jeannot, en audience avec Oumakanov Lias Magomed Salamovitch, vice-président du Conseil de la Fédération de Russie. Rappelant la récente participation du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan au Forum international économique à Saint-Pétersbourg, le vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, Oumakanov Lias Magomed Salamovitch, s'est réjoui de cette rencontre avec le président du Sénat ivoirien, Ahoussou-Kouadio Jeannot, qui vient réaffirmer l'excellence de la coopération entre les deux pays. Heureux d'avoir été reçu par le vice-président de ce qui correspond au Sénat russe. Nous avons discuté de coopération interparlementaire. La Chambre haute a un rôle très important, donc l'engagement a été pris de faire des propositions de loi en vue d'augmenter le nombre de boursiers ivoiriens et même d'ajouter dans la loi la possibilité d'avoir des emplois en Russie, de modifier la loi en conséquence, sans avoir besoin de permis de travail. C'est vraiment une bonne note de satisfaction. La dernière journée de cette conférence sera essentiellement consacrée aux relations parlementaires entre la Russie et l'Afrique. Retour à Abidjan pour un autre rendez-vous des parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal est arrivé ce soir à Abidjan. Moustapha Niasse est en Côte d'Ivoire pour prendre part à la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF, prévue s'ouvrir du 5 au 9 juillet prochain. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le président de l'hémicycle ivoirien Amadou Soumaoro. Notre reporter Moussa Konaté a recueilli les premiers mots du président de l'Assemblée nationale du Sénégal à son arrivée à Abidjan. Vous savez, comme mon honorable collègue ami, son Excellence, M. le Président Amadou Soumaoro, il a dit que la Côte d'Ivoire est prête à recevoir la grande fête de la francophonie. Et les agences qui constituent l'Organisation internationale de francophonie, plus l'Assemblée de la francophonie que nous constituons, représentent et reflètent une volonté d'unité, de solidarité,
d'échanges réciproques et d'enrichissement mutuel. Et je crois que la Côte d'Ivoire fait partie des pays qu'on peut citer en première place pour célébrer l'amitié, la fraternité, la solidarité et surtout la construction du présent et de l'avenir en nous tenant la main. Voilà dans quel esprit j'arrive aujourd'hui ici à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et puis, notons que la 45e session de l'APF s'ouvre dans 2 jours, donc le 5 juillet prochain. À 2 jours de l'ouverture de cette session, d'autres délégations parlementaires ont déjà foulé le sol ivoirien. On note également la présence des délégations du Niger et du Mali. Un autre domaine, celui des infrastructures. Le pont Félix Houphouët-Boigny est en travaux depuis le mois d'avril 2018. Le délai de livraison de l'ouvrage réhabilité a été fixé à octobre 2020, à moins de 20 mois de la date butoir. Quel est le niveau d'avancement des travaux? Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu sur le chantier pour s'enquérir de la situation. Noël Gnagno. Le pont Félix Houphouët-Boigny. Voici des décennies qu'il est au service de l'économie ivoirienne. Le temps a fait ses effets. Il doit donc être réhabilité. 6 avril 2018, le top départ des travaux de réhabilitation est donné par le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Amadou Gon ne fait pas que lancer les travaux, il formule un vœu. Les travaux sont prévus pour une durée de 30 mois. Mais je voudrais me permettre de demander aux entreprises d'essayer de faire en sorte qu'en tout état de cause, nous puissions donc inaugurer ces travaux avant octobre 2020. Octobre 2020, c'est précisément dans 16 mois. Alors question, quel est le niveau de réalisation des travaux avant cette date butoir? Amédée Kouakou, ministre en charge de l'équipement et de l'entretien routier sur le chantier. Le docteur en génie civil écoute, s'informe sur la marche des travaux, échange avec les principaux responsables du chantier pour s'assurer que le pari sera tenu. Sur la question du délai, les responsables du chantier sont formels. On est dans une bonne phase, beaucoup de mise au point technique. Il fallait bien connaître le terrain et ça a été les investigations qui nous ont conduits aujourd'hui. Et tout est planifié pour tenir l'objectif. Prenant en compte les écoutes et les explications sur le comment du déroulé de la marche du chantier, le ministre des Équipements et de l'Entretien routier est d'avis que l'entreprise va honorer ses engagements. Attends. Ce pont a 7 appuis et ces 7 piles, on doit donc les renforcer. Nous sommes sur l'un des appuis. Sur les 4 premiers, il y a 3 qui sont en train d'être réalisés, il y a 2 qui ont été déjà bétonnés. Vous avez assisté tout à l'heure à la descente de la cage d'armature du 3e. Nous pensons que les travaux avancent bien. Ce que les Ivoiriens attendent, c'est que les travaux aillent très vite, que les travaux se terminent rapidement pour que la fonction qui est dévolue au pont, c'est-à-dire permettre la circulation non seulement des véhicules au-dessus et le train à l'intérieur du pont, donc ce trafic-là puisse se faire dans de très très bonnes conditions. Pour l'heure, le niveau de réalisation est de 35%. Coût total des travaux, plus de 30 milliards de francs CFA. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, ces 2 pays qui détiennent les premières places mondiales de production et d'exportation de cacao, sont une fois de plus en conclave à Abidjan. Les chocolatiers et autres acteurs de la chaîne du cacao veulent affiner la stratégie de mise en œuvre des conclusions de leur dernière réunion à Accra. Les 2 gros producteurs de 60% de l'offre mondiale du cacao avaient adopté, on vous le rappelle, la fixation d'un prix plancher de $2600 la tonne, soit 150 000 francs CFA, et la suspension de la vente de la récolte 2020-2021. Quelle suite donne-t-il donc à ces décisions? La réponse dans ce reportage de Noël Gnagno. Considérant les fortes fluctuations des cours du cacao sur le marché international, marquées par une chute de l'ordre de 40% en 2017, les 2 chefs d'État réaffirment leur volonté de définir une stratégie commune en vue de trouver une solution durable à l'amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao de leurs pays respectifs. Vous avez dit amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao du Ghana et de la Côte d'Ivoire. L'idée a fait son chemin. Elle a même prospéré.
Le 12 juin dernier, à Accra, les deux leaders de l'offre mondiale du cacao, 60% du marché, ont décidé d'abord d'un prix plancher de 1 300 000 francs la tonne, soit 1 300 francs le kilogramme aux producteurs. Ensuite, ils suspendront les ventes de la récolte 2020-2021. Affiner ces décisions pour leur meilleure exploitation, voilà tout le sens de la rencontre de ce 3 juillet, cette fois à Abidjan. Comme à Accra, toutes les composantes de la chaîne des valeurs sont présentes. Dirigeants des deux structures, le Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire et le Cocoa à bord du Ghana, les chocolatiers, les ONG de la filière, tous veulent être témoins de ce tournant décisif pour la durabilité de la cacaoculture. Une journée d'échange intense. Que retenir d'Abidjan? Une chose, les décisions d'Accra sont maintenues, à savoir la notion du prix plancher et la rétention de la production de la campagne 2020-2021. La nouvelle donne d'Abidjan, c'est la variante de 400 $ la tonne, soit 200 000 francs CFA comme prime au cas où le prix plancher ne peut pas être satisfait. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont mis en place un nouveau mécanisme de fixation des prix pour le commerce des fèves de cacao qui, à notre avis, contribuera à fournir un prix rémunérateur aux producteurs. Le mécanisme qui a été introduit aux acteurs clés de l'industrie a été compris. Ce système prend en compte un différentiel des revenus de subsistance fixe qui procurera aux producteurs un revenu décent. Un montant de 400 $ la tonne, différentiel de revenus de subsistance, a été institué pour garantir le prix plancher. Pour mémoire, l'industrie du cacao génère 100 milliards de $, soit plus de 50 000 milliards de francs CFA. Les producteurs gagnent à peine 5% de ce chiffre. Il est question d'entrepreneuriat féminin. La deuxième édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, FIED, s'ouvre demain à Abidjan. Catherine Samba-Panza y prendra part. L'ancienne chef d'État de la République de Centrafrique est arrivée à Abidjan ce mercredi 3 juillet. Elle a été accueillie par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. Les thèmes qu'aborderont les participants du FIED 2019 sont entre autres le développement économique, l'agritech, l'e-santé, l'e-éducation au profit des femmes et jeunes filles. Le financement des projets que préoccupe le Chamsi, le club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire. Ce club s'engage pour le financement des projets sur l'octroi de financement. Pargasso reconnaît pour en savoir plus. Nous, on va faire en sorte qu'on puisse non seulement vous accompagner en termes de conseils, mais également on puisse vous accompagner en termes de ressources financières. Youssouf Fadiga est le directeur général d'une banque de la place. Il est en pleine conférence. En face de lui, responsable et membre du club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Chamsi. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des activités annuelles de ces structures islamiques et qui vise à informer puis à sensibiliser ses membres sur les dispositions prises par la banque dirigée par le conférencier pour l'octroi de financement, mais surtout à relever la particularité de cette structure pour le financement de leurs différents projets et créer une relation de confiance et de partenariat entre le Chamsi et cette banque. Dans cette convention, ce qui gagne une banque d'investissement, c'est déjà un réseau d'hommes d'affaires qui sont crédibles et qu'on peut accompagner valablement et qui ont les ressources nécessaires pour déjà en termes de dépôt, mais également en termes d'emploi. Nous pensons que nous pouvons compter sur ce réseau-là d'hommes d'affaires crédibles pour faire des financements à moindre risque et aussi des financements qui sont pertinents. Le président du club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, profitant de l'occasion, a tenu au nom du Chamsi à remercier et féliciter le conférencier pour la qualité de son intervention. Laquelle conférence a été marquée par une signature de convention entre les deux structures. Une grande opportunité d'affaires pour le Chamsi selon son président. L'intérêt que nous avons, c'est de former nos membres, de les informer et ensuite, nous aussi, nous préparer à déposer une garantie auprès de cette banque-là pour aussi appuyer nos différents membres qui ont des marchés
pour pouvoir les réaliser. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons déposé un chèque de 100 millions qui va augmenter progressivement. Créé en 2002, le Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire Chamsi, en plus de la formation de ses membres, apporte son soutien et sa contribution au bien-être des populations en assistant les enfants malades du rein, du cœur et ceux atteints du cancer. À présent, une série d'informations plutôt macabres. Au kilomètre 17 au nord d'Abidjan, un mini-car d'une trentaine de places, voulant éviter un véhicule surgi de la chaussée, a été percuté par un semi-remorque. L'accident a fait de nombreux blessés, dont certains étaient encore coincés à l'intérieur du véhicule à notre arrivée. Les secours, la police et les pompiers ont pu apporter assistance aux victimes. Et puis un autre drame, cette fois dans le village d'Abata, dans la commune de Bingerville. 6 morts en moins d'une semaine, un drame qui suscite des interrogations au sein de la population. Une rumeur fait état d'une intoxication due à la consommation de liqueurs frelatées. Les autorités prennent des mesures pour circonscrire le mal. En Côte d'Ivoire, toujours à Yopougon, cette fois-ci il s'agit d'une célébration, un grand rassemblement de tous les responsables du RHDP à l'occasion du premier anniversaire du mouvement sur les traces de Félix Houphouët-Boigny. Le mouvement de soutien aux actions du président Alassane Ouattara, Yopougon, a accueilli un giga-meeting qui a encore une fois démontré la mobilisation des militants du RHDP autour de leur leader Alassane Ouattara. Depuis la place CP1 de la commune de Yopougon, le président du mouvement sur les traces Kobenan Kwasi Adjoumani a appelé à l'apaisement et à la cohésion des fils et filles d'Houphouët-Boigny. À Agnibilekro, dans l'indénié Djuablin, les populations célèbrent le président de la République pour ses actions de développement dans la région Armaniamia. Tout le royaume du Djuablin mobilisé pour rendre un hommage mérité au président de la République Alassane Ouattara à Agnibilekro. Selon les populations venues de tous les hameaux et villages de la région, le président Alassane Ouattara mérite d'être soutenu. Grâce à lui, selon elle, toute la région du Djuablin est sur la voie du développement. À titre d'exemple, plus de 90% des villages sont électrifiés et disposent d'eau courante. De nombreuses écoles primaires et collèges de proximité, ainsi que des centres de santé ont été construits. La voie à Bengourou, à Agnibilekro, longue de 56 km qui constituait un cauchemar pour les automobilistes, a été totalement réhabilitée. Mais mieux, en 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, le Djuablin a enfin vu 2 de ses fils être nommés ministres. Dites au président de la République, au vice-président de la République et au premier ministre que Agnibilekro est mobilisé autour d'Abina Kwaku Pascal et avec nous autres, et qu'ici, il n'y a pas de voix discordantes, mais avec l'ensemble des chefs, nous sommes mobilisés pour accompagner allègrement le RHDP vers le pouvoir encore à nouveau pour 2020. Le président Alassane Ouattara, comme a dit quelqu'un, c'est la deuxième chance de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui fait la fierté des Ivoiriens. Quand on fait la comparaison de 1960 en 2010, ça fait à peu près 50 ans, c'est 2800 villages qui ont été électrifiés. Et en 7 ans, le président Ouattara a électrifié 2122 villages. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de cette cérémonie, le colonel Issa Coulibaly s'est réjoui de cette marque de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Il a assuré aux populations que d'autres projets sont encore en vue au profit de la région. Spécifiquement la région de l'indénié Djuablin, il s'agit notamment d'un nouveau collège de proximité dans toutes les sous-préfectures, de l'électrification des villages au taux exceptionnel de 98%, de la réalisation très prochaine du projet de bitumage de l'axe Agnibilekro-Tatikro, de la réhabilitation de la route Agnibilekro-Bondoko, de la construction de l'université d'Abengourou et de beaucoup d'autres projets qui sont en étude.
Le représentant du vice-président de la République, haut patron de cette cérémonie, a quant à lui invité les populations à faire confiance au RHDP et à son président Alassane Ouattara, seul gage pour le développement et la paix en Côte d'Ivoire. Il serait que même dans nos villages, quand quelqu'un te fait du bien, dis-lui merci. Le président Ouattara fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire et pour le Djouablin. Et nous pensons que c'est de bon adroit que les populations aujourd'hui se réunissent pour dire merci. À cette cérémonie de reconnaissance qui a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement, les populations se sont engagées à soutenir le RHDP au moment opportun. La région du Boclé rend aussi hommage au président de la République Alassane Ouattara, une célébration pour les nouvelles infrastructures réalisées dans la région. Sam Conan. À travers une parade de motos, de voitures et une marche, les populations de Sassandra avec à leur tête, les élus et cadres sont sortis nombreuses ce jour pour dire merci au président de la République Alassane Ouattara et lui renouveler l'engagement du Boclé à ses côtés. C'est une grande joie de reconnaissance d'abord au président de la République, le président Alassane Ouattara. Regardez ça, le port de pêche, déjà qui est très avancé, qui va finir dans très peu de temps. Après le grand marché de Sassandra, qui est le plus grand marché de Côte d'Ivoire, le plus beau marché de Côte d'Ivoire. Regardez cette route-là, elle est en train d'être bitumée, les travaux ont démarré. Et regardez notre fils, qui vient d'être nommé vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et là, c'est un symbole. Alors, avec ces grands actes posés, comment ne pas être content et dire au président de la République merci. Au cours d'un meeting, les différents intervenants ont salué unanimement les actions de développement engagées par le chef de l'État dans le Boclé. Nous avons eu 47 villages promis à l'électricité. Pour ça, il faut lui dire un grand merci. Non, nous, la région du Boclé, nous sommes derrière le président Alassane Ouattara pour les actes qu'il pose pour notre région. Nous, communauté baoulé, nous sommes en paix avec nos hôtes, grâce au président Alassane Ouattara. Nous le soutenons afin de garantir la paix à Sassandra et dans toute la Côte d'Ivoire. De grands investissements sont annoncés pour Fresco, notamment la construction d'un grand marché, le bitumage de la ville. Ça, on peut dire aux populations que nous n'avons pas de problème à ce niveau-là, parce que nous savons que quand il y a des promesses, en tout cas en faveur de la région du Boclé, les promesses sont tenues. Les populations de la région du Boclé ont promis vivre toujours dans la paix et la cohésion afin de préserver ses acquis. Et toujours dans la page politique, l'URD, l'Union républicaine pour la démocratie, était face à la presse par la voix de sa présidente Danielle Boni-Clavry. Le parti s'est prononcé sur l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Éric Goré. Danielle Boni-Clavry, présidente de l'Union républicaine pour la démocratie URD, a échangé avec la presse. Des échanges qui ont porté sur l'actualité nationale. Au centre des discussions, la réforme de la CEI, les élections présidentielles de 2020 et les tensions politiques de ces dernières semaines. Outre ces sujets, la présidente de l'URD appelle à la paix et à la réconciliation de tous les Ivoiriens. Il faut que vraiment la situation soit améliorée, qu'il y ait des facteurs qui soient pris en compte pour qu'on puisse amener les Ivoiriens à leur dire que ces élections vont se passer d'une manière apaisée. L'Union républicaine pour la démocratie est un parti d'opposition créé en 2006. La page culture à présent, une action d'audit sur la gestion a été menée au Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a rencontré hier mardi 2 juillet à la Bibliothèque nationale du Plateau les artistes ivoiriens pour faire le point de cet audit. L'occasion aussi de préparer les prochaines journées de concertation qui se tiendront du 10 au 12 juillet à Abidjan et qui auront pour objectif d'informer les différents acteurs culturels sur les mécanismes modernes de perception des droits d'auteur.
Parlons de sport à présent. Tous les qualifiés des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football sont désormais connus après les dernières rencontres de poule. La première journée des 8e de finale s'ouvre le vendredi 5 juillet prochain et pour cette journée, les duels seront les suivants. Le premier match opposera le Maroc au Bénin et ce sera au stade Al-Salam du Caire. Et le deuxième match opposera l'Ouganda au Sénégal et ce sera au stade international du Caire. Dans l'actualité internationale, en Libye, le bombardement aérien contre un centre de détention pour migrants a fait au moins 44 tués et une centaine de personnes blessées. D'après le dernier bilan dressé ce mercredi, le centre de détention abritait environ 600 migrants, en majorité érythréens et soudanais, et 2 de ces 5 hangars ont été touchés. C'est la deuxième fois que le centre est touché depuis le début de l'offensive par les pro-Haftar le 4 avril. La frappe menée mardi dernier a été attribuée par le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli aux forces rivales Khalifa Haftar, engagées dans une offensive pour s'emparer de la capitale de ce pays plongé dans le chaos depuis 2011. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre attention. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Bonne soirée chez vous.